Bonjour. Alors aujourd'hui, donc on va travailler un exercice sur les fonctions à plusieurs variables. Donc il s'agit d'un calcul différentiel. Et là, on va voir ce qu'on appelle les points critiques et on va voir un petit peu les extrémas, c'est-à-dire maximum, minimum, point cell ou voilà, ou rien du tout. Allez, donc voilà l'énoncé de l'exercice. Trouver les points critiques et discuter leur nature pour f allant de r carré dans R. La première fonction f de xy, ça fait x moins 1 au carré plus 2y carré. F de xy est égal à 2x3 moins 6xy plus 3y carré. F de xy est égal à ex moins y et x carré fois x carré moins 2y carré. Voilà, et on cherche donc premièrement les points critiques et ensuite on va discuter donc voilà la nature de ces points critiques. Alors, donc avant de commencer, comme d'habitude, puisque c'est la première fois que je vais vous parler des points critiques et des extrémas, bon, je vais faire un petit rappel, voilà, de cours. On y va. Alors, premièrement ici, donc je vais prendre une fonction alors, de plusieurs variables, à valeur dans R. Donc, je vais prendre f qui va aller de Rn vers R. Et donc là, alors dans tout ça, donc je vais supposer que f est de classe C2. Donc ici, toutes ces fonctions-là, on va voir. Et donc là, ils sont toutes polynomiales. Donc ils sont même de classe infinie. Donc ils sont de classe C2. Alors, bon, déjà, donc je vais parler du point critique d'abord. Alors, pas besoin donc, que ce soit de classe C2. Alors, f d'un ouvert U dans Rn vers R. Je vais prendre un point A qui appartient à U. D'accord? Et je vais supposer que f est différenciable en A. Donc f est différenciable en A. Eh bien, A est un point critique de f si, alors donc A est un point critique de f si, tout simplement, alors, le gradient de f en A égale à 0. D'accord? Très bien, ça veut dire que, quel que soit I, bon, appartenant donc bien sûr à 1 jusqu'à n, eh bien j'ai d de f sur d de xi, donc la dérivée partielle par rapport à n'importe quelle variable ici en A, eh bien ça fait 0. Et donc là, c'est un point critique. Donc c'est un point qui annule toutes les dérivées partielles. Voilà, donc ça c'est pour le point critique. Alors on va parler maintenant de ce qu'on appelle une matrice hessienne et des extrémas. Alors cette fois-ci, donc je vais définir, donc je vais supposer que f il est de classe C2. Hein, d'accord? Et en un point, donc je vais prendre A appartient à U. Alors, la matrice hessienne de f en A, hein, donc c'est ce qu'on appelle la matrice hessienne. Des fois, donc, on l'appelle juste f, hf de A. Dans certains bouquins, on l'appelle aussi hessien de f en A. Eh bien là, c'est une matrice qui est de la forme suivante. Donc, il est défini de la façon suivante. C'est la dérivée, donc, deuxième dérivée par rapport à x et y, pardon, x, j en A. Donc c'est une matrice de cette forme-là. Donc là on a la dérivée, donc la deuxième dérivée, la première par rapport à x et ensuite par rapport à xj. Or, le fait que, pardon, C2, eh bien, le fait que f est de classe C2, donc d'après Schwarz, eh bien, donc j'ai d carré de f de xi, xj, c'est la même chose en un point A, c'est la même chose que d de f sur d de xj et ensuite d de xi en A. Autrement dit, lorsque l'application, bien, lorsque la fonction est de classe C2, que je dérive premièrement par rapport à i et ensuite par rapport à j, ou bien par rapport à g, ensuite par rapport à i, c'est la même chose. De cette façon-là, cette matrice-là est une matrice qui est symétrique.
Voilà, alors cette matrice-là est une matrice symétrique, donc HF en A est symétrique et réelle. Donc le fait qu'elle est symétrique et réelle, ben, en algèbre bilinéaire, eh bien on sait que cette matrice, elle est diagonalisable dans une base orthonormée, donc ce qu'on appelle le théorème spectral. Donc elle est diagonalisable et voilà, et dont les valeurs propres sont réelles. Très bien, et donc on va voir par rapport, alors lorsqu'on va parler des extrémas, et donc on va voir que cette matrice-là, elle va jouer un rôle très important pour déterminer bien sûr la nature d'un point critique. Et bien c'est le théorème que l'on va voir par la suite. Donc rappelez-vous bien de la matrice ici si vous ne l'avez pas. Donc c'est voilà la dérivée deuxième, une fois par rapport à xi, une fois par rapport à xi. Et comme c'est de classe C2, donc peu importe l'ordre ici de la variable. Très bien. Allez, donc on y va, on va énoncer le théorème qui va me permettre de faire l'exercice ici. Alors, je vais prendre donc, alors, c'est un théorème si vous voulez, donc un théorème ici. Je vais prendre donc f de u qui est inclus dans Rn dans R et de classe C2 et je vais prendre un A appartient à U, un point critique. Hein, donc il est déjà, c'est déjà un point critique. Alors, le fait que c'est un point critique, c'est un point candidat qui peut être un maximum local, ou un minimum local, ou un point sel, ou rien du tout. Hein, donc, ça peut être rien du tout. Et bien voilà, donc un point critique. Alors, premièrement, donc on a, selon les cas, alors, si la matricicienne de f en A est définie positive. Donc, alors ici, ça veut dire définie positive. Alors, je suppose connu donc ces termes-là, mais sinon, donc il faut. Je vais vous dire un petit peu par la suite comment il faut contourner un petit peu. Si on ne connaît pas ça, ben, on va voir un peu comment il faut faire. Alors, défini positif. Donc, si is, donc la matricicienne de f en A est définie positive, et bien ici, le point A, c'est un minimum, pardon, oui, défini positif, donc c'est un minimum local. Donc, A, min local. Donc A c'est un minimum local. Ou bien F a un minimum local. Voilà, donc F de A est un minimum local, si vous voulez. Donc F de A est un minimum local. Alors, deuxième cas. Alors, cette fois-ci, donc S, il y a la matricicienne de F en A, cette fois-ci est définie négative. Donc définie négative. Et bien dans ce cas-là, j'ai F de A et maximum local. Alors, troisième cas, si S f de A est définie, est juste définie. Elle est définie mais ni positif ni négatif. Alors, ni positif ni négatif. Ni positive ni négative. Et bien dans ce cas-là, je parle d'un point sel. Donc c'est un point pour lequel je peux monter comme je peux descendre. Donc f de A est un point sel. Et bien dans les autres cas, alors sinon ça veut dire que la matrice n'est pas définie. Alors, autrement dit, cette matrice-là, S, F de A, n'est pas définie. Alors, n'est pas définie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition, mais tout simplement, on va voir qu'il a une valeur, une valeur propre qui est nulle. Donc, S de A, sinon, donc, n'est pas définie. Et bien, dans ce cas-là, on ne peut rien dire de f de A. On ne peut rien conclure. Voilà, donc on va vérifier tout ça. Alors, par contre, tout ça,
Eh bien, pour savoir si une matrice est définie positive, donc il y a la définition, voilà, vous pouvez voir ça en algèbre bilinéaire, ou sinon j'aurai l'occasion d'en parler plus ultérieurement. Alors, par contre, ce qui va nous intéresser ici, puisque là on va travailler en particulier de R2 dans R, hein, donc de R2 dans R, qui veut dire que la matrice ici, ça va être, alors c'est le plus souvent, vous allez voir que dans le plus souvent des cas, on va être un petit peu amené à travailler dans ces conditions. Eh bien, la matrice ici, ça va être une matrice carrée d'ordre 2. Eh bien, ce qui veut dire donc qu'il va y avoir deux valeurs propres. Hein, donc deux valeurs propres, puisqu'on avait dit que c'est diagonalisable. Alors, dans ce cas-là, cette condition, donc, S1, alors, lorsque n, alors je vais dire, donc, si n égale à 2, lorsque n égale à 2, alors, et même dans le cas général, eh bien, dans le n égale à 2, j'ai deux choses. Donc, il faut que le spectre, donc tout ça c'est équivalent à dire que le spectre de S de f en A, il faut qu'il soit dans R plus étoile. C'est-à-dire, il faut que la matrice soit définie positive. Ça veut dire qu'il faut que toutes les valeurs propres soient strictement positives. Et donc, pour voir ça aussi encore une fois, eh bien, dans R2 plutôt, ça c'est équivalent à dire à quoi? Eh bien, puisque le déterminant ici, alors vous savez que le déterminant ne dépend pas de la matrice, qui représente l'endomorphisme, et pareil pour la trace. Donc, qui veut dire que puisque ici, ça va être, donc la matrice ici de f en A, ça va être une matrice qui est bien sûr semblable à une matrice diagonale avec deux valeurs propres. Donc ça va être équivalent, donc ça va faire P-1 P, mais avec lambda 1, lambda 2. Donc qui veut dire ici, eh bien le déterminant ici, ça va être le produit des deux valeurs propres, et la trace, ça va faire la somme des deux traces, des deux valeurs propres. Et donc, le spectre est dans R plus étoile, cela veut dire que le déterminant de S, de F de A, soit strictement positif. Et donc, le fait que le déterminant soit strictement positif, ça veut dire que les deux valeurs propres sont soit strictement positives, soit strictement négatives. Et pour que ça soit, toutes les valeurs propres soient strictement positives, il faut rajouter, il faut que la trace aussi, la trace de S de f en A, soit strictement positive. Donc défini positif, ça veut dire que le spectre est inclus dans R plus étoile, ça c'est général, mais en particulier dans R2, cela équivaut à dire à ce que le déterminant est strictement positif et la trace, il faut qu'il soit aussi strictement positif. Voilà, alors maintenant cette condition-là, lorsque n égale à 2, alors d'une façon générale, sans que n soit égal à 2, cela veut dire que le spectre, c'est équivalent en fait, le spectre de S, F de A, il est dans R, cette fois c'est R moins étoile. Donc, ça veut dire que les valeurs propres soient strictement négatives. Dans le cas de R2, ici, eh bien, cela veut dire que le déterminant de S, F de A est strictement positif. Par contre, la trace, il faut qu'il soit strictement négatif. Comme ça, les deux valeurs soient strictement négatives. Voilà. Et alors, la troisième condition, c'est dans le cas n égale à 2, est définie ni positive ni négative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les deux valeurs propres sont strictement sont non nulles, mais il y en a une qui est positive et l'autre négative. Donc là, dans le cas n égale à 2, cela veut dire, alors, deux valeurs propres non nulles, deux valeurs propres non nulles, de signes différents. Donc, elle est définie mais ni positive ni négative. Cela veut dire que ces deux valeurs propres là, il y en a une qui est strictement positive et l'autre qui est strictement négative. Et donc dans ce cas là, la matrice est définie mais ni positive ni négative.
Et enfin, bon, quatrième question, en fait, quatrième cas, c'est que la matrice n'est pas définie. Alors, la matrice n'est pas définie lorsque elle possède une valeur propre nulle. Donc là, cette condition-là, ça veut dire que le 0 appartient au spectre de ASF de 1. Donc sinon, ça veut dire 0 est une valeur propre de la matrice ici. Voilà donc les conditions en fait. Là, donc des fois, bon, ça et ça, c'est lorsque la matrice, bien sûr, est dans N2. Alors ici, deux valeurs propres non nulles de signature, en fait, de signes différents. Ça, c'est dans le R2. Mais dans le cas général, il faut donc avoir une valeur propre positive et une autre qui est négative. Et toutes les valeurs propres ne sont pas nulles. Et là, bien sûr, donc ça, c'est valable pour d'une façon générale. Pour que la matrice ne soit pas définie, ben, il faut qu'il contienne 0. Dans le spectre, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait un petit rappel très vite sur un petit peu, voilà, ces conditions-là qui vont nous permettre de déterminer exactement la nature de chaque point critique à chaque fois. Donc, rappelez-vous bien de ça parce que je vais l'effacer. Et sinon, donc, vous pouvez, voilà, le garder quelque part. Et après, donc, vous allez voir qu'on va utiliser ces conditions à chaque fois. Allez, on y va. Alors, le premier cas, donc on a notre fonction qui est alors définie de R2 dans R, et donc elle est définie de la façon suivante. Donc f de R carré dans R, pour chaque couple xy, eh bien je fais correspondre x moins 1 au carré plus 2y carré. Et donc, premier travail à faire, c'est de chercher les points critiques. Hein, d'accord? Les points critiques, donc ça veut dire que je dois dériver f par rapport à x, donc par rapport à la première variable. On a un point xy. Donc, par rapport à x ici, ça va faire combien? Donc, j'ai que là, le x. Donc, pour dériver ça, ben, ça va faire 2. La dérivée de x moins 1, donc x moins 1 prime, donc il va faire 1, pas besoin. Et donc, facteur de x moins 1. Ça, c'est donc la dérivée partielle par rapport à x. Alors, on va faire maintenant la dérivée partielle par rapport à y. Donc, je vais dériver cette fois, c'est par rapport à y. Donc, ça ne dépend pas de y, c'est 0. Et là, ça va faire, donc en xy, ça va faire 4y. Très bien. Alors, j'aurai besoin par la suite de calculer pour la matricienne, donc je reviens pour le point critique, je vais faire une fois pour toutes donc le travail de dérivée partielle. Donc je vais dériver ça par rapport à x encore, d de f carré par rapport à x carré, donc la deuxième dérivée par rapport à x. Donc par rapport à x ici, je vais avoir 2, puisque la dérivée de ça, ça va faire 2. Alors, je vais faire la dérivée carré par rapport à y carré, donc au point xy, donc par rapport à y, ça va faire 4. Et j'aurai besoin pour finir ma matricienne, c'est de faire soit la dérivée de celle-là par rapport à y, ou celle-là par rapport à x, et ça va donner la même chose. Très bien, donc je dérive par rapport à alors, d carré de f de x, y, donc d de x par rapport à d de y. Donc je dérive celle-là par rapport à y, ben ça va faire 0. Et donc vous allez voir ici, si je dérive celle-là aussi par rapport à x, ça va faire 0. Alors, donc du coup, alors, je vais être là. Donc je vais chercher d'abord les points critiques. Les points critiques, comment on les cherche? Points critiques. Alors, les points critiques, c'est les points qui annulent le gradient, c'est-à-dire qui annulent les deux dérivées partielles. C'est-à-dire, donc, je dois chercher xy, qui appartient à r carré, et bien tel que ça, tel que d de x, xy, 0, et d de f sur d de y en xy, il faut que ça fasse aussi 0.
je dérive par rapport à la première, il faut que ça fasse 0, par rapport à la deuxième, il faut que ça fasse 0. Et ça, c'est équivalent au système suivant, équivalent à ce que 2x moins 1 égale à 0 et 4y égale à 0. Donc on va résoudre ce système, et donc ici, alors, les deux, ça va partir, donc ça va me faire x égale à 1 et y est égal à 0. Et cela veut dire quoi? Eh bien, le seul point critique, c'est 1, 0 est un point critique. Et le seul point critique. Alors, donc on a trouvé le seul point critique. Alors maintenant, on va chercher sa nature. Donc on va déterminer sa nature. Alors pour déterminer sa nature, on avait dit qu'il fallait voir la matrice hessienne. Donc la matrice hessienne, alors je vais l'appeler juste F. Donc F en point 1, 0. Alors déjà en point XY, ça va faire. Alors, vous savez que la matrice hessienne, donc je vais appeler encore, même si je l'avais fait tout à l'heure, ça va être, alors, d carré de F sur d de x carré. Là, d carré de f sur d de y. Et là, ça va être d carré de f, d de x, d de y. Et là, d carré de f, d de y, d de x. Alors, bien sûr, c'est en x, y à chaque fois. Voilà, donc la matrice hessienne. Eh bien, puisque j'avais anticipé ici pour calculer toutes ces dérivées partielles, ben, je vais juste remplacer pour savoir. Donc là, la matrice hessienne de f en x, y égale. Et donc, on avait dit que d carré de f sur d de x carré en xy, ça fait 2. Donc là, ça va faire 2. Alors, d carré de f par rapport à d de y carré, ça va faire 4. Donc ici, c'est 4. Comme c'est une matrice qui est symétrique, bon, les deux valeurs-là, ils vont être égales. Eh bien, on les a calculées ici, donc ils font 0. Et donc là, j'obtiens une matrice hessienne qui est constante, qui ne dépend pas de x, y. Et donc, ça veut dire que ce soit x, y, que ce soit ce point-là, c'est la même chose. Donc, je peux mettre ici 1, 0. Et donc, est-ce que cette matrice-là est une matrice qui est définie positive? Alors là, je vois que le travail est déjà fait puisqu'on obtient une matrice qui est diagonale. Une matrice diagonale, eh bien, on voit facilement ses valeurs propres. Donc, les valeurs propres, ils sont bien sur la diagonale. Et là, en l'occurrence, c'est 2 et 4. Donc, les 2 et 4, ce sont des valeurs propres qui sont strictement positives. Ça veut dire que notre matrice est définie positive. C'est les définies positives, donc il s'agit d'un minimum local. Et donc ici, le point, alors je vais juste l'écrire ici, donc 1, 0 est un minimum local, est un minimum local. Minimum local. Alors je n'avais pas écrit donc le fait qu'elle est définie positive, puisque, bon, je l'avais dit oralement, eh bien 2 et 4, ce sont deux valeurs propres qui sont strictement positif. Donc, elle est définie positive, et bien, donc, il s'agit d'un minimum local d'après le théorème que j'avais énoncé dans le rappel. Alors, on va voir maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, vous allez voir qu'on va faire pratiquement le même travail. Alors, vous allez voir que j'anticipe toujours dans le calcul de toutes les dérivées, donc, alors, les dérivées partielles premières et les dérivées partielles secondes, pour pouvoir justement écrire notre matrice hessienne sans problème. Allez, on y va ici.